Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les vendredis lorsqu'il est 17 h sur Info TV dans le cadre de votre émission Le Monde en relation, bien sûr, pour entretenir vos relations. Elle est là ce soir également pour entretenir vos relations, pour entretenir ses relations également, pour entretenir également mes relations avec elle et avec vous à la maison. Alors Francine, bonsoir et bon début de week-end. Bonsoir Languille, Pierrette Amasayoga. Excellent week-end à tous les téléspectateurs d'Info TV, en particulier à ceux du monde en relation. Ça fait plaisir de débuter un week-end avec vous parce que on dit sans vous, on n'a pas de relation. C'est eux qui font nos relations et c'est eux qui nous permettent également d'être là tous les vendredis à 17 h pour papoter et discuter avec vous. Bien évidemment que c'est vous qui faites nos relations à la maison, vous qui êtes devant votre petit écran tout cet après-midi. Un clin d'œil spécial à tous ceux qui regardent le monde en relation dans toutes les villes du Cameroun. Je pense comme ça à nos fan clubs, à Douala, Koussiri, Bachia, Boyambassa, ceux de la diaspora, on n'oublie pas à l'étranger, parce que le monde de la relation est regardé partout. Il faudrait rappeler que Info TV, c'est le canal 307 sur Canal Sat et sur la page Facebook Info TV Cameroun, vous pouvez regarder le direct de cette émission. Alors, pour ce vendredi 5 novembre 2021, nous allons parler d'entrepreneuriat intelligent avec monsieur Jules Léa Kenyinoton, qui est enseignant d'université, expert et consultant en entrepreneuriat intelligent. Mais avant de l'accueillir, nous allons faire le tour de la toile pour vous arracher un peu le sourire. On va voir ce que la toile nous réserve cette semaine, cette fin de semaine, pour un peu se réjouir. Alors, on se retrouve derrière. Press start. Press start. Press start. Press start. Press start. Press start. La fête d'hommes et de femmes, c'est vraiment très compliqué. Dieu seul sait pourquoi il avait créé l'homme et la femme. Parce que vraiment, s'il créait, il laissait seulement l'homme seul sur la terre. Il devait tellement s'ennuyer. Mais quand on met la femme à côté de lui, oh là là, le goût de ça. Francine, qu'est-ce qui pousse un homme à refuser une grossesse? La malhonnêteté. La sorcellerie. Elle a tout dit. La sorcellerie, la malhonnêteté et tout ce qui La va méchanceté. avec, bien sûr. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que à la fin, elle cite le nom du monsieur. Elle dit Bessala. que j'accouche dans deux semaines. semaines. Donc, Bessala vient reconnaître ton enfant. Parce que, vous savez,
les femmes souffrent en amour, hein. On va le dire ainsi parce que vous allez voir que quand vous êtes dans une relation, vous n'avez aucun problème. Mais une fois que vous tombez enceinte, vous voyez le vrai visage du monsieur. Ah ben oui, Donc, prennent la poudre d'escampette et puis ils vous abandonnent là avec l'enfant. Et vous êtes obligé de courir après lui pour pouvoir assurer l'éducation même de cet enfant. Donc, c'est compliqué. Et lorsqu'on se retrouve enceinte et qu'on doit accoucher, le père de l'enfant lui-même qui n'accepte pas cet enfant, ça commence à devenir véritablement compliqué. Donc, on est obligé, hein, on va faire comment? Qu'est-ce qui pousse un homme à refuser un enfant? Soit, moi j'ai envie de dire, l'irresponsabilité, soit le doute, même comme le doute n'est pas valide, et, ou bien tout simplement, on va dire c'est un gamin, parce qu'il y a des hommes qui sont grands. Hein, moi j'ai même envie de dire qu'au-delà de la méchanceté, il y a également des hommes qui sont gamins. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. La maturité, c'est également dans la tête, c'est un état d'esprit. Et il y a des hommes qui ne seront jamais matures. À ce niveau-là, jamais, qui n'auront jamais cet état d'esprit-là. Moi, je vais dire tout simplement que il y a des hommes, la relation au départ, elle est bien, elle se porte tellement bien, ça va. Quand il n'y a pas encore la grossesse, il te demande même l'enfant. Et quand ça arrive, ça devient autre chose. Il va te dire comment il n'est pas prêt. Oh, il y a eu tel problème la semaine passée, il y a eu tel problème le mois passé, voilà, c'est monté, c'est descendu. Non, je dois d'abord aller voir. Il te sort de ces modèles que tu ne comprends pas, que mais attends mon frère, c'est pas toi. Tu veux donc qu'on fasse comment à ce niveau? Il te dit que vraiment, toi-même réfléchis. Je n'ai pas envie de sortir cela de ma bouche. Toi-même tu vois, oh c'est monté, tu vas souffrir. Pourtant c'est lui qui était là quand ça n'était pas encore là. Un chéri fait comme ça, mais quand ça arrive, ça devient autre chose. Donc vraiment, les hommes, apprenez à prendre vos responsabilités à main. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, assumez, l'enfant n'est pas tuant. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe, c'est pas compliqué, parce que quand toi-même, quand il y a la volonté, tout se passe bien. Mais bien sûr. Et quand toi-même au départ, tu commences déjà à douter, tu commences déjà à avancer des paroles qui ne sont pas bien, c'est vrai que c'est possible que cet enfant vienne avec des complications. C'est devant la difficulté qu'on retrouve souvent des solutions. Voilà. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une charge, il vous donne également la solution quelque part. Parce que généralement, vous savez, même nous les femmes, quand tu tombes enceinte, tu as peur, mais quand Dieu te donne une charge, il te donne également des moyens pour t'en occuper. Exactement. Il y a également une autre image qui nous démontre à suffisance comment parfois les hommes sont des moqueurs, comment les hommes se fichent pas mal de nous. Une fille qui demande à son mec, est-ce que tu es prêt à prendre une balle pour moi, recevoir une balle pour moi? C'est-à-dire, si on se retrouve dans un danger, est-ce que tu es prêt à assumer le danger et puis moi je reste sauve? Le gars dit, je vais prendre la balle pour mettre où? Mais attends Francis, si ton gars te répond comme ça. Non, mais moi je vais dire que c'est un bon gars. Moi je vais l'aimer. Sois réaliste, qui aimerait mourir à la place de l'autre? Même ton enfant là, tu dis oui, je suis prête à mourir pour toi. Mais dès que la mort se présente là, est-ce que c'est facile? Tout le monde aime vivre et personne n'aimerait mourir. Et imagine-toi que parce que tu es en couple ou bien parce que tu es marié ou fiancé ou je sais pas, tu es un petit ami et puis on te dit si la balle arrive, est-ce que tu vas prendre la place de la personne? Tout le monde aime la vie. Mais là, c'est l'homme qui... On sait généralement que l'homme a de caractère protecteur. Dans une famille, dans un couple, dans une relation, on aime qu'on se sent protégé par son homme. S'il y a le danger, Francine, s'il y a le danger, on aimerait que notre homme nous couvre de ce danger-là. Le problème, c'est qu'au niveau de la balle, arrêtons d'être tout danger peut conduire à la mort. C'est pas seulement la balle qui peut conduire à la mort. Si c'est la balle, maman, tout comme on peut le sauver, on peut rapidement le transporter à l'hôpital et puis on parce que c'est facile quand lui on va l'opérer, la douleur de ça. Maman, même toi, même quand tu auras un enfant, j'aimerais voir si je suis pas d'accord. Si mon gars me dit que vraiment je prends la balle là pour mettre où je comprends déjà qu'il n'a pas de ce caractère protecteur là. Moi j'aime les hommes qui sont protecteurs. Si je vois ça, je comprends immédiatement qu'il est réaliste. Non, moi j'aime qu'on me protège. Parce que l'amour sans preuve, ce n'est pas l'amour. Alors on va passer à la dernière image il y a un monsieur qui a eu à prêter sa voiture à son ami. Alors il appelle son ami pour dire bro, viens me remettre ma voiture s'il te plaît, j'ai une course. Le gars dit que je suis dans le taxi, je viens t'expliquer. Mais comment tu vas réagir ça? Est-ce qu'on doit comprendre qu'on n'a pas le droit d'aider, d'avoir du bon cœur avec ses proches? Tu comprends déjà que ça est cuit. Parce que dans ce sens-là, soit on a volé ta voiture, soit il est parti
faire un accident quelque part et il a gâté ta Une voiture. grosse panne. Et toi-même, tu imagines déjà la suite. Parce que quand tu demandes à ton ami de te rapporter ta voiture et il te dit qu'il est dans le taxi, je t'assure que là, ton cœur commence d'abord par s'arrêter. Tu commences à dire que, mais qu'est-ce qu'il va venir me raconter? Parce que dans ce cas de figure, soit on a volé, soit il a cogné, soit il a fait un accident, pas possible, et la voiture est dans un sale et mauvais état. Donc, on comprend déjà que c'est mauvais. C'est ce qui parfois pousse des personnes à être un peu très dures, un peu très radicales. C'est voilà pourquoi quand vous faites la connaissance de quelqu'un, il est un peu dur dans certains points, n'en voulez pas cette personne. Peut-être qu'il a vécu des choses auparavant qui dorénavant ne lui permettent plus de donner de rendre service d'une certaine manière. Même pas les Voilà, voitures, d'une certaine manière. Donc du coup, quand quelqu'un vous empruntez la chose d'une personne, que ce soit votre frère, votre ami, votre parent, vraiment tâchez de bien l'utiliser et de venir remettre cela en bon état. Voilà. Alors je pense qu'il est l'heure, Francine, d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement installé. Comme je disais à l'entame de ce programme, nous allons parler de l'entrepreneuriat intelligent avec monsieur Jules Léa Notonkenyé. Il est enseignant d'université et également expert et consultant en entrepreneuriat intelligent. Alors grâce au concours de la région, on va prendre la transition et puis on se retrouve derrière. Alors, le prof est déjà confortablement installé, l'expert, le consultant en entrepreneuriat intelligent. Alors, monsieur Kenyé, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir Landry, bonsoir Francine. C'est un énorme plaisir d'être en votre compagnie pour cette émission de qualité. Merci. C'est également un plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre plateau, de parler entrepreneuriat intelligent, de parler de l'enseignement, de parler comment consulter les jeunes, c'est-à-dire comment édifier les jeunes sur l'entrepreneuriat. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, l'arrivée à Info TV, c'est vrai que ça a été évident, c'était pas très compliqué, les embouteillages, les bouchons. Non, il faut déjà signaler que Info TV est situé à la périphérie de la ville de Yaoundé, comme toutes les autres périphéries. Il faut passer par le centre, c'est parfois fastidieux. Mais l'essentiel, c'est de partir un peu plus tôt pour arriver à temps, pour éviter les contretemps. D'accord. Alors, on va revenir sur l'entrepreneuriat intelligent. Pour édifier ceux qui nous regardent à la maison, parce que c'est un mot un peu assez complexe. Quand on parle d'entrepreneuriat intelligent, on a souvent tendance à entendre parler tout simplement de l'entrepreneuriat. N'importe qui dit je suis entrepreneur. Alors, à quoi renvoie l'entrepreneuriat intelligent? C'est déjà important que vous puissiez le dire. Beaucoup de jeunes, pas seulement les jeunes, les aînés, même parfois la dimension institutionnelle, présente l'entrepreneuriat sous un coupole qui en lui-même déjà renferme déjà certaines limites, certains handicaps pour les jeunes d'aller de l'avant. C'est l'épineux problème des financements. Et toutes les formations jusqu'à ce jour ne permettent pas aux jeunes de se déployer. Or, nous constatons que les jeunes du secteur informel, même avec 0 francs, se lancent très rapidement dans les affaires et prospèrent. Ceci, sur le plan de l'organisation de notre économie, on se rend compte que les personnes les plus puissantes économiques sont les moins nantis intellectuellement. Donc il y a un problème. Ça veut dire que l'entrepreneuriat tel qu'il est présenté actuellement exclut de facto les intelligents, les personnes qui ont été dans les universités. Et les universitaires aussi ont ce problème que lorsqu'ils cherchent l'emploi, ils vont vers quelqu'un qui n'a pas été à l'école. La réponse parfois de manière caricaturale c'est « va manger ton diplôme ». Tu viens avec ton diplôme pour voler mon argent. Donc l'intellectuel déjà est caricaturé déjà par le voleur. Or, dans les pays développés aujourd'hui, c'est plutôt un schéma inverse. Ce sont des diplômés de l'enseignement supérieur qui tiennent le haut du pavé en termes d'entrepreneuriat. Par exemple, Bill Gates est un pur fruit de l'université. Dangote est un pur fruit de l'université. Donc aujourd'hui, il nous revient de changer les paradigmes, de faire que nos universités puissent tenir le haut du pavé pour qu'on n'ait plus des entreprises qui meurent
avec le décès de leur promoteur. Nous avons des cas typiques aujourd'hui. La succession Photo Victor, Kaji et autres sont dans des batailles. Alors que Coca-Cola, Guinness, leurs promoteurs sont morts il y a des siècles, mais les entreprises prospèrent. Pourquoi? Parce que là-bas, la culture d'entreprise était déjà ancrée dans les gènes des enfants, dans les gènes des travailleurs. Donc, nous n'entendons pas entrepreneuriat intelligent, cette culture qui va aller depuis la maison. C'est-à-dire l'enfant doit avoir déjà un esprit d'entrepreneuriat. Ce n'est pas simplement le fait de mener une activité et de gagner de l'argent, mais il faut inscrire cette activité dans le temps et dans l'espace. De manière à ce que, quel que soit ce qui vous arrive, que l'activité continue avec ou sans vous. Et le deuxième facteur, c'est qu'un entrepreneur ne doit pas avoir des facteurs limitants tels que les financements. Déjà, même quand on dit l'entrepreneuriat dès le départ, l'argent apparaît comme troisième facteur de l'entreprise. Il n'est pas le premier. Or, quand on place l'argent en premier, ça plombe toute initiative. Donc, vous comprenez que l'entrepreneuriat intelligent aujourd'hui, qui est un segment dans lequel j'ai beaucoup prospéré, voudrait faire de chaque citoyen un entrepreneur potentiel et lui donner les outils pour pouvoir démarrer son activité sans avoir de l'argent. L'argent n'est pas un facteur pour démarrer une entreprise. Et nous allons le voir dans la suite de l'émission, qu'une véritable idée entrepreneuriale a la capacité elle-même d'attirer les financements, d'attirer de l'argent. Donc l'argent n'est pas un facteur, mais quand vous avez un bon projet, les détenteurs d'argent commencent à vous courir après, commencent à vous suivre. Un peu comme une belle femme qui est bien mise, quand elle est en route, tous les jeunes garçons se mettent à sa poursuite, n'importe qui veut la conquérir, parce qu'elle est éblouissante, parce qu'elle est belle, elle est bien mise et tout, n'importe qui voudrait la voir. C'est la même chose avec l'entreprise. Mais on ne met pas l'argent avant, l'argent en fait c'est le dernier facteur qui doit intervenir. Kenye, vous parlez de l'entrepreneuriat intelligent et vous dites également que l'argent n'est pas un facteur déterminant dans l'entrepreneuriat intelligent. Mais on sait également que lorsqu'on veut faire dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de péripéties. Et lorsque vous avez une idée ou un projet qui peut être porteur, on est souvent face à ce vol, on va le dire ainsi. Parce que vous pouvez soumettre un projet à un aîné tout simplement parce que vous avez pensé à quelque chose. Mal allant, on vous vole votre projet, faute de moyens. Ça, ce sont des schémas qu'on a toujours présentés, mais je dis, c'est absurde. Et je n'arrive pas à comprendre. Je vais aller d'abord sur un plan macroéconomique avant de venir sur un plan individuel. Singapour, Indonésie, Malaisie, Chine, Corée du Sud sont des pays que le Cameroun a aidés dans les années 60, qu'ils ont connu des crises de famine aiguës. Les mêmes pays aujourd'hui nous reviennent pour dicter leurs lois. Quand maintenant vous regardez la manière dont leur tissu industriel est constitué, ce sont des entrepreneurs pour la grande majorité. Et l'Asie ne s'est pas développée avec des modèles de la Banque mondiale, avec des modèles européens où on mettait l'argent au devant. Ils ont créé les ressources endogènes, ils se sont mis sur orbite, ils ont constitué leurs capitaux et aujourd'hui ils viennent nous le vendre. Parfois des taux, des prêts avec des taux d'intérêt zéro. Maintenant, si on vient à l'échelle interne, le fait de dire qu'on vous a volé un projet, c'est que ce n'était même pas déjà un projet. Un bon projet, quand vous l'avez bien ficelé, vous l'avez bien intitulé, personne ne peut arracher votre projet. Comment ça? Personne ne peut, parce que c'est vous qui avez la matrice principale de votre projet. On peut faire de la triche, copier une partie de votre projet, mais votre projet reste votre projet. D'un. De deux, la plupart des institutionnels parfois qui passent pour être des experts en entrepreneuriat ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas des entreprises. Un expert ne peut être que quelqu'un qui exerce dans ce domaine. Un doctorat en économie ne vous confère pas la qualité d'expert en entrepreneuriat. Je suis désolé. Un master en management des projets ne vous confère pas la qualité d'expert. Mais on est un expert parce qu'on a exercé dans le domaine pendant plusieurs années et qu'on connaît tous les contours et tous les méandres de ce projet. Moi qui vous parle de l'expertise en entrepreneuriat, je ne sors pas d'une grande école. J'ai démarré l'entrepreneuriat, j'avais 14 ans.
J'ai eu mon premier million, j'avais 18 ans. J'ai acheté de mes propres mains. Donc, quand j'enseigne l'entrepreneuriat aux enfants, je ne cite pas des personnes que je ne connais pas. Je compte mes expériences, je compte mes parcours et les administrations où je suis entré. Je présente parfois les forces et les faiblesses de nos institutions et je montre des voies de contournement par lesquelles on peut se mettre sur orbite. Et nous avons des cases que nous présentons aux enfants. Nous avons même des aînés parfois qui viennent compter leur expérience, qui sont pourtant très riches. Tous ceux-là qui mettent au devant leur diplôme, quand vous les interrogez, quelle expérience sur le terrain? L'expérience, c'est néant. On ne peut pas être un grand entrepreneur pour aller courir, être fonctionnaire, gagner 200, 300 000 francs. Un véritable entrepreneur peut gagner 20 millions de francs en 2 heures de temps. Mais lorsque les gens se lancent dans les rouages du salaire et qu'après on ne peut devenir que corrupteur, que bandit, qu'escroc. C'est pour ça qu'on a créé le TCS. Vous me suivez? Bien sûr. Aux États-Unis, c'est quand vous avez échoué dans tous les segments que vous partez dans le secteur public. J'ai envie de dire que quand on vous entend parler, on a l'impression que devenir entrepreneur, c'est la chose la plus facile, qu'il suffit d'avoir la volonté de travailler. Mais on sait bien que lorsqu'on veut devenir entrepreneur, même si vous ne mettez pas le facteur argent devant, l'argent entre toujours parce qu'il y a des impôts, il y a des choses qu'il faudrait faire. Donc, est-ce que c'est aisé pour un jeune de se lever et de dire « je veux faire dans l'entrepreneuriat intelligent » Je disais encore hier à mes étudiants de 3e année, en réalité, il est plus facile d'être riche que d'être pauvre. Mais ce qui est bizarre, tout le monde s'engouffre dans la voie de la pauvreté et après on crie. Il est plus facile, je dis bien encore, d'être riche que d'être pauvre. Développer. Vous me suivez? Mais tout le monde s'engouffre dans les chemins de la pauvreté. Et on est étranglé. L'entrepreneuriat est une science. Il y a un ensemble d'outils que si l'on développe, on devient riche. C'est très simple. Mais on refuse de se former. On refuse de prendre les voies de la connaissance. Et après, quand les conséquences, qui ne sont que la pauvreté, arrivent, on se plaint, on trouve des boucs émissaires. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ici, Pierre Landry devrait connaître cet exemple. Alors, j'ai ma fille qui a eu... Ah oui, c'est ça. J'ai ma fille... Je connais cette fille. Vous connaissez l'histoire. Ouais, j'ai ma fille qui a eu son bac. C'est avec mention. Vous avez le cas de la rencontre. Peut-être qu'elle viendra sur le plateau ici parler, faire un témoignage. Évidemment, à la conférence, elle présentera son initiative. Toute la famille maternelle, paternelle s'est mobilisée pour qu'elle fasse ce concours. J'ai dit, arrêtez, vous ne m'avez pas aidé à l'éduquer. Elle ne va pas s'engager dans la voie de la pauvreté parce que le salaire, c'est la pauvreté assurée. Elle est venue à l'université agricole. Elle s'est engagée dans la voie de l'agroalimentaire et l'entrepreneuriat intelligent. Elle n'a pas de capital. Mais aujourd'hui, elle livre des produits semi-finis à un banquier qui fait des produits finis. C'est un premier contrat entrepreneurial. Elle n'a pas de capital et j'ai envie de poser cette question. Comment elle a fait pour pouvoir avoir ses produits avant de livrer ça à un agriculteur? Parce que c'est pas un agriculteur, c'est un banquier. Un banquier. Parce qu'il faudrait savoir que quand les gens nous regardent, on se pose bien la question. Moi, je prends un exemple. Moi, je suis étudiant, je sais pas, en master ou en licence ou en 2e année. Je cherche du travail, mes parents peut-être se battent ou bien d'autres même les parents n'existent plus. Je me bats même à payer mon école. Comment je vais faire pour devenir un entrepreneur et vivre et devenir riche? La petite expérience est simple. La plante de citronnelle peut pousser partout, ne demande aucun effort. La citronnelle. Alors, dès qu'elle a commencé son travail, parce qu'elle est dans le secteur de l'alicament et des suppléments alimentaires, nous avons commencé par mettre ces plants autour de l'université. C'est devenu industriel. Alors, ayant déjà eu les techniques de transformation en produits semi-finis, elle a commencé simplement à créer des citronnettes dont la culture n'a pas demandé de l'argent. La technologie n'a pas demandé de l'argent. Mais elle a eu un terrain.
je vous en prie, ne poussons pas. C'est-à-dire que elle a eu la citrouille. N'importe qui peut faire pousser la citrouille, même à la maison. N'importe où. Tout ce qu'elle a eu sa technologie qu'elle a acquise à l'école. Elle s'est mise en œuvre. Elle a convaincu le banquier qui lui a dit viens me fournir les produits semi-finis. Elle a un contrat et aujourd'hui, elle est déjà autonome à un certain niveau. Moi, je m'attendais maintenant. Elle a commencé à me poser le problème maintenant des machines. Et elle et moi, on s'est dit, si tu maintenant as besoin de machines, tu fais simplement un business plan où tu ressors une machine comme on amortit et tu ne peux pas voir ton banquier pour dire, j'ai besoin d'une avance de livraison et nous trouvons, et on peut prendre une machine avec un taux d'amortissement. Elle a commencé son entreprise avec 0 argent. Alors, moi, j'ai envie de demander, en tant qu'expert, en tant que consultant en entrepreneuriat intelligent, comment vous faites, quelles sont les différentes activités que vous organisez pour pouvoir transmettre votre savoir, pour pouvoir transmettre les différentes techniques, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? Déjà, il faut dire que tout ce qu'il y a autour de nous est richesse. On peut tout transformer en richesse, même les bouteilles plastiques. Mais alors, les enfants, parfois, ne savent même pas que toutes ces richesses, on peut simplement les convertir à partir des petites connaissances. Mais l'école telle que les Blancs nous a appris, c'était un produit de la consommation, pas de la transformation. Donc, notre tête déjà est bloquée, nous sommes corrompus à la base. Donc, il y a d'abord un programme de transformation des mentalités en montrant aux jeunes qu'ils peuvent devenir entrepreneurs. Et ce programme, depuis pratiquement 3 ans, a commencé à porter. Parce qu'on a déjà des cas de jeunes qui commencent déjà à s'essayer. Et maintenant, quand des jeunes s'essayent maintenant, nous leur donnons simplement les procédures, les procédés industriels qui parfois sont à la portée de tout le monde. Par exemple, j'ai un autre cas d'étudiant aujourd'hui qui est venu à l'université avec sa licence. J'ai causé avec elle par rapport à l'ananas. Je lui ai dit, mais l'ananas présente une chaîne de valeur extraordinaire. Elle avait pratiquement certaines technologies, mais elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle va se lancer à l'intérieur. On est en train de travailler sur le procédé industriel. Elle va faire les jus d'ananas, les confitures d'ananas, les arômes d'ananas qu'elle va commencer à mettre sur le marché très bientôt. C'est elle qui a joué ce segment. Attends, il faut combien pour avoir 10 têtes d'ananas? C'est moins de 20 000 francs parfois. Moins de 2 000 francs sur le marché, vous avez 10 têtes. Mais elle peut faire le jus, elle peut faire le nectar, elle peut faire des gelées, elle peut faire, et déjà même que ce qu'on nous vend, qu'on appelle jus dans les bouteilles, c'est de l'escroquerie industrielle, ce sont des boissons gazeuses, ce n'est pas du jus. Sur le plan industriel, j'aurai peut-être le temps d'y revenir parce que nous n'avons pas les moyens pour payer le jus. Un verre de jus peut coûter 2 000 francs. Prenez un peu les oranges, vous pressez pour que ça donne un verre. Ça peut faire 20 à 30 oranges pour avoir un verre. Maintenant, il y a de la tromperie industrielle. On nous présente des ultra transformés en disant sont du jus alors que ce n'est pas des jus. Même le nectar qui est le jus dilué. Vous voyez, sur le plan os, nous avons tout ça sur les marchés. Ouais. Est-ce que vous savez, par exemple, ma fille, une fois, m'a fait déguster le vin de la tomate. Wow. Mais est-ce que vous savez que la tomate qui est sur le marché, on peut produire des vins et vendre? Mais je parle des tomates. Un jeune peut s'installer et commencer à produire du vin. Ça, on voit déjà des vins d'ananas, des vins d'oseille, des vins d'orange, ainsi de suite. Ça commence à filer. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est que de la technologie, ce n'est que des procédés et qu'on commence à la bouteille. Et de l'intelligence, c'est tout. Ça ne demande pas de gros fonds. Et pour faire du vin, peut-être c'est sur 2-3 semaines de fermentation, on récupère, on pasteurise, on stérilise, on met en bouteille terminée, c'est sur le marché. C'est la même chose. Et mais on paye parfois des bouteilles de vin à 3, 4, 5, 6 000. Alors que nos enfants peuvent le faire et nous les vendre à 1 000 francs. Je connais aujourd'hui des enfants qui font du vin, qu'ils ont des cérémonies à la maison, ils vendent à leurs parents et on sert. D'accord. Ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas des millions de francs. Juste un peu d'intelligence et nous voilà partis dans l'entrepreneuriat et ça commence à payer. Et je vous assure, c'est du bon produit. Ce n'est pas des produits chimiques que nous prenons et ça nous crée des maladies. Naturel. Si je m'étends par exemple sur le danger des produits industriels en matière santé, vous n'aurez même plus la force de boire un jus ou de boire une bière. Moi, je n'en bois pas parce que je connais les conséquences sur l'organisme. Mais les jus sur nos marchés qui sont bons marchés, on ne s'y intéresse pas. Pourquoi?
Alors, monsieur Kenyé, j'aimerais également parler des événements que vous organisez, des cafés professionnels que vous organisez pour essayer d'éduquer les jeunes, pour essayer d'entretenir ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans le business. Comment ça se passe justement, peut-être avec l'événement que vous êtes en train de préparer pour le 13? Donc, je l'ai déjà dit que, je l'ai dit, Francine a été un peu surprise. Il est plus facile d'être riche. Mais malheureusement, la grande majorité choisit la voie d'être pauvre. Ouais. Surtout en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique occupe la dernière place dans tous les classements. Pour la petite histoire, par exemple, le Mexique, qui est un petit pays d'Amérique centrale, son PIB est supérieur au PIB de toute l'Afrique réunie avec le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et toute l'Afrique réunie. Donc quand le Mexique veut parler, toute l'Afrique réunie ne peut pas parler au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Ce sont des indicateurs. Mais nous pouvons inverser la tendance si nous engageons les jeunes dans le secteur de la production. Maintenant, revenant à l'événement que vous parlez, à savoir le Business Class Premium, qui a lieu le 13. Il est bien intitulé « Quelle stratégie mettre en place pour démarrer une affaire sans argent ?» L'entrée à cette conférence, c'est 10 000 francs. Mais je vous assure, on trouvera la salle vide parce que les Camerounais aiment choisir la voie, la voie de la distraction, la voie, du perte de temps. Un Américain vous dit, on n'a pas le temps à perdre. Mais posez la question, et les gens vous disent, je perds le temps. Mais c'est tellement idiot de perdre son temps. Mais on leur dira, avec 10 000 francs, vous avez tous les outils pour changer le cours de votre vie en une fraction de seconde, inverser les éléments dans votre matrice, dans votre boussole, pour emprunter les voies, les autoroutes de la connaissance et de l'argent. Quand vous me posez la question, par exemple, quand vous prenez le secteur des eaux minérales, qu'est-ce qu'il faut pour produire une eau minérale? On peut prendre une eau qu'on minéralise, on met dans la bouteille, on commence à vendre. Les techniques de minéralisation et de contrôle ne demandent pas de gros argent. Ce sont des petits laboratoires avec des petits réacteurs qu'on peut tester à tout moment. On voit aujourd'hui des gens qui font des eaux dans les plastiques, dans les petites bouteilles, qui conditionnent, qui vendent 50, 100 francs, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas 3 cerveaux. Ils ont le même cerveau. Ce cerveau a la même structure que le vôtre. Et j'aime souvent dire à mes étudiants, le cerveau de Bill Gates n'est pas un hyper-cerveau. C'est même parfois un très petit cerveau. Peut-être qu'il peut même être plus petit que le nôtre. Mais à la seule différence que ce bonhomme, deuxième année à l'université, il a compris sa voie, il a abandonné, il a foncé et aujourd'hui il est l'homme le plus riche du monde. Et parfois quand vous lisez l'histoire de Bill Gates, il vous dit les gens admirent mon succès, mais on ne connaît pas les difficultés que j'ai endurées. Il a même failli se suicider 2 fois dans sa vie, les gens ne le savent pas. Donc l'entrepreneuriat intelligent, simplement, c'est d'utiliser les ressources qu'il y a autour de nous pour nous faire de l'argent. Ça ne demande pas de gros efforts, juste un peu de connaissance. Or, à ce niveau, simplement, prenez votre ticket pour la conférence, vous venez écouter les voies et moyens par lesquels on change le cours de sa vie. Et nous parlons ici avec des exemples pratiques, avec des exemples terre à terre. Moi-même qui vous parle là, vous me suivez? Je me rappelle en 1987, quand je disais que je vais créer une université, on s'est moqué de moi parce que ma famille est une famille très pauvre. Je n'ai pas reçu un héritage. Mais aujourd'hui, l'université agricole est une réalité. Landry Pierre a été là-bas à plusieurs reprises pour faire des reportages. Je suis parti de rien. Je me suis battu, mais l'idée a été convaincante, l'idée a été pertinente. Le ministre d'État nous a donné l'autorisation, le professeur Mbédé, le professeur Bengono et bien d'autres partenaires nous ont entourés. Quand une idée est bonne, quand une idée est pertinente, je vous assure, même le multimilliardaire se met à vous tous pour dire « je veux mettre de l'argent pour gagner ». J'ai pris le cas de ma fille qui lance Audu Elipro. Elle a commencé, et je vous dis, lors d'une compétition à l'université, ils étaient près de 7 à présenter leur projet. C'est son projet qui a attiré l'attention du banquier qui a dit « je vais travailler avec elle ». Son contrat est déjà là. Et l'autre jour, elle se disait « papa, la matière première, je vais la prendre où ?» J'ai dit « première erreur, n'évoque plus jamais cette idée. Un entrepreneur doit trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Et elle est déjà en train de trouver des solutions. Elle me disait il y a l'autre jour, je connais quelqu'un qui peut me livrer la citronnelle du premier jour au dernier jour. Elle a commencé à trouver ses solutions. Sans argent, je vous en prie. Elle ne m'a pas encore demandé son premier agent pour la soutenir dans son entreprise.
Elle m'a dit, papa, quand il faudra déjà payer mon premier robot, tu vas m'aider. Je lui ai dit, en entreprise, on n'aide pas. Je vais te faire un emprunt que tu vas rembourser. Donald Trump, quand il a démarré les affaires, sa famille l'a emprunté $1 million et il a tout remboursé. D'accord. Ce n'est qu'on n'aide pas dans l'entrepreneuriat. On n'aide pas. On vous emprunte, on vous donne un coup de main que vous allez restituer ou bien que vous utilisez pour aider les autres. Donc, c'est un état d'esprit. Maintenant, à l'université, nous faisons des sessions de formation tous les mois. Nous renforçons les capacités. Mais malheureusement, vous trouverez la majorité des jeunes aller s'installer dans les bars, se saouler la gueule, dans les snacks et tout, perdre leur temps, abîmer même leur temps et s'abîmer et après dire qu'ils n'ont rien. Ils ont choisi être pauvres. Récemment, un jeune m'a dit dépanne-moi. J'ai dit je ne dépends pas. Il s'est mis, j'ai dit on n'aide pas les pauvres. Le pauvre non doit les riches. On doit aider les riches. Dans la Bible, le Christ l'a pris. À présent, aux pauvres, on prendra le peu qu'ils croient avoir, donc même dans l'illusion qu'il doit avoir, on prendra, on donnera celui qu'il a et il sera dans la superabondance. La Bible même le dit, c'est pas moi qui le dis. On n'aide pas le pauvre. C'est un danger d'être pauvre. Hein. Non, les gens choisissent d'être pauvres et s'ils ont fait ce choix, on doit les aider même à s'enfoncer un peu davantage et le riche, on doit l'aider, sera plus riche. Mais si on enfonce davantage un pauvre, il va nuire les riches. Il va continuer à nuire les riches. Landry Pierrette, je suis désolé, les épreuves, lorsqu'elles sont difficiles, ça met votre cerveau en état de mal et vous commencez à penser solutions pour vous en sortir. Tant qu'on continue à s'enfoncer, ce qu'on n'a pas encore atteint, c'est qu'on atteint le creux de la vague. Mais alors, est-ce que quand vous formez les jeunes, après peut-être leur sortie et soutenance et autres, est-ce que ces jeunes-là ont suivi? Est-ce que vous suivez ces jeunes? Vous vous rassurez que ceux-là ont démarré leur entreprise, que ceux-là, leur formation porte déjà des fruits? Est-ce que vous assurez un suivi pour vous? Nous sommes en train de préparer un vidéogramme qu'on fera avec l'accompagnement technique d'Info TV. D'accord. Je vais vous conter juste une petite anecdote. Alors, il y a un aîné qui a pris du terrain au niveau des Bétamba. Il avait besoin d'un ingénieur pour l'accompagner. Parmi les jeunes que j'ai formés, celui qui était paresseux, dernier de la classe. Oui, j'ai cru que je devais lui rendre service. Je l'appelle, je dis, voilà mon gars, il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main pour former et encadrer le personnel. Tu peux y aller une fois tous les 2 jours et après tu as tes 150 000 francs à la fin du mois. Il dit vraiment, monsieur Kenyé, maître, vraiment, je suis très content, prof, voilà, ainsi de suite. Mais seulement, je vais vous dire, j'ai un emploi de 300 000 francs tous les mois, consultant, dans 2 boîtes, et j'ai moi-même mon entreprise, mon champ. Je gagne au moins 400 000 francs le mois, dont 150 000, il ne peut pas me payer, et je ne peux pas aller faire un jour hors de Yaoundé. C'est beaucoup d'argent pour moi. Donc, s'il faut que je travaille, il doit mettre un véhicule à ma disposition pour que je puisse suivre. J'ai été stupéfait. Il dit, mais vous nous avez formés à gagner de l'argent, nous le gagnons très bien. J'étais confus, si bien que j'ai dit, mais celui-là, il était le dernier, j'ai appelé par pitié. Mais il me retourne en disant qu'il est à près de 400 000 francs par mois et que les 150 000 donnés, vraiment, il ne peut même pas s'en occuper. Sauf si et seulement si on lui met une voiture à disposition, il va faire la voiture, il rentre à temps réel pour suivre ses autres contrats. Ils sont comme ça nombreux. Même ceux des jeunes que j'ai formés, qui ont été recrutés par le Minader, ont leur consultation, ont leur cabinet, pour dire qu'ils ont compris, ils ont dit qu'ils ne peuvent plus être fonctionnaires. Il y a maintenant certains fonctionnaires qui sont à l'université, après leur premier cours d'entrepreneuriat, un m'a dit hier que je pense comment je vais démissionner dans 5 ans. J'ai dit, ah bon? Il dit que non, il dit, ce que vous dites est vrai. Parce que quand je fais rien que des prestations auprès des particuliers, parfois on me paye 50 100 000 francs en 3 jours. Alors que je dois attendre 1 mois pour avoir à peu près 200 000. Or, si ça devient, vous voyez, donc en fait, on a tout autour de nous pour être riche, mais on choisit toujours la voie de la pauvreté. Et dans l'entrepreneuriat intelligent, nous voulons apprendre les jeunes à prendre le risque, parce que l'entrepreneuriat veut aussi dire, c'est une capacité de prise de risque, de prise de risque. Donc on voudrait aussi acter sur ces différents segments en disant, si vous voulez gagner gros, il faut aussi apprendre le gros risque. Par exemple, quand moi je me suis engagé dans l'entrepreneuriat, j'ai fait une traversée des déserts de 10 ans, où ça a été très difficile. Ma famille m'a même rejeté. On ne prenait pas, on me taxait de fou et tout.
Mais aujourd'hui, maintenant, ceux-là qui me taxaient de fou, quand je dans des forums scientifiques, je suis plutôt accompagné par des docteurs, par des masters et des professeurs qui sont autour de moi pour m'accompagner. On dit, monsieur, quelle histoire qu'elle a choisi. Donc, vous voyez, au-delà même de l'argent, l'entrepreneuriat vous confère le pouvoir. Ce n'est pas seulement de l'argent. Et ça, il faut que les jeunes le savent. Et ce pouvoir participe de votre état de bien-être. Moi, il y a des lieux où quand j'arrive, parfois dans une cérémonie, on me donne la préséance. Dès qu'il arrive, oh, le prof est arrivé, pardon, essayez de vous écarter. Monsieur Kenny, pardon, venez vous asseoir. Il dit non, laissez, non. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Venez vous asseoir à la première place et parfois on me donne la parole et tout. Je comprends que je suis un homme heureux, je suis un homme bien, un homme accompli à cause de l'entreprise. Ce n'est pas seulement la capacité dans les poches. C'est simplement aussi cette capacité d'avoir cette visibilité. À cette émission, beaucoup de personnes auraient voulu être à ma place pour parler comme je parle. Donc l'entrepreneuriat vous donne plusieurs avantages, plusieurs offres, ce n'est pas seulement de l'argent. Et ça, il faut bien que les gens le comprennent. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Quelles sont les différentes qualités d'un bon entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur doit avoir une capacité de prise de risque élevée. Il doit bien se former. Il doit maîtriser les arts du vivre et du savoir-vivre, du savoir-être et tout. Bref, il doit être quelqu'un de complet et d'intégral. D'accord. Alors, Monsieur Kenny, on va rapidement, vous allez rapidement dire un dernier mot sur la conférence du 13. Quels sont les avantages qu'on gagnerait? Quels sont les avantages qu'on aurait à être présent ce jour-là? Je dois dire déjà que la conférence du 13 vise à montrer aux jeunes et aux opérateurs économiques que l'argent n'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la connaissance, ce sont les procédés, la technique, la technologie qu'on doit avoir. C'est ça, il faut montrer. Et dès qu'on les a, on peut attirer vers soi même des milliards de francs sans le savoir. Ça, c'est l'essentiel. Il faut aller droit au but. Et montrer aux jeunes qu'ils sont pauvres. Ils sont dans les états pitoyables parce qu'ils ont choisi y être. Ils peuvent changer le cours de leur vie en s'engageant dans la voie de la richesse. Alors, pour sortir, il y a également des soutenances qui se préparent de votre côté pour vos étudiants que vous avez eu à former. Alors, est-ce que cette sortie-là permettra, ces diplômes que ces jeunes recevront, ce sont des attestations, est-ce que cela leur permettra de mieux s'intégrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Déjà, je dois dire que pour ce qui est des soutenants à l'université, c'est en vue de l'obtention de la licence professionnelle. D'accord. Et la particularité à l'université agricole qu'on ne trouve dans aucune université camerounaise dans les mémoires, c'est la valeur économique du travail de l'étudiant. Alors, je voudrais que ce soit une couverture pour que vous posez la question à ces étudiants, leur propre capacité. Parce que déjà dans le cas de leur master, ils montrent comment ils vont gagner de l'argent à partir des travaux et de toutes les connaissances acquises à l'université. Donc on ne vient pas simplement là pour prendre un diplôme, on vient aussi acquérir des outils pour pouvoir transformer les connaissances en argent. Donc, pour nous, c'est un gros challenge et je souhaiterais même qu'après, certains de ces étudiants sont reçus ici à Monde en Relation pour parler aux autres jeunes en disant « Vous n'avez plus de raison d'être pauvre » ou de laisser dans vos voies et dire que vous avez le temps à perdre. On ne perd pas le temps, on doit utiliser le temps pour gagner de l'argent. C'est ça la particularité de l'entrepreneuriat intelligent. Et chaque jeune qui entre chez nous, on lui dit « Si ce que tu dois faire ne doit pas t'aider à gagner de l'argent, ça ne sert à rien. » D'être là. Alors, merci, Monsieur Kenny, d'être passé sur notre plateau, d'avoir édifié tous les jeunes qui nous regardent ce soir et même les adultes. Il faudrait vous dire que l'entrepreneuriat intelligent ne concerne pas seulement les jeunes, peu importe la tranche d'âge. Il n'est pas tard pour se lancer dans l'entrepreneuriat intelligent. Ceux qui ont regardé l'émission ont été édifiés et promettent sûrement d'être là le 13. Merci d'être passé. Je dois signaler que le passeport, déjà, pour venir, il faut payer 10 000 francs. Parce que la connaissance a un coût. Et que combattre la pauvreté, c'est de commencer par détruire les préjugés que l'on a, la pauvreté mentale, la pauvreté psychologique. Donc là, je remercie infiniment Info TV pour cette occasion qui m'est donnée de présenter cette autre dimension de la recherche camerounaise. D'accord, merci Monsieur Kenny. Alors Francine, c'est la fin. Merci d'être merci également. Bonne soirée à Monsieur Kenny. Bonne soirée également à tous les téléspectateurs. On remercie la réalisation
avec Ben Vass, le réalisateur à titre de ce programme, la diffusion avec Célestin Ntomo. On remercie la direction générale avec Madeleine Karine Villa et la supervision générale avec le Big Boss, Monsieur Dieudonné Mveng. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission du Monde en relation, mais restez scotchés sur les Info TV pour suivre en direct les programmes qui se poursuivent. Tout à l'heure, il y a une édition spéciale pour le 6 novembre, tout à l'heure sur Info TV, avec un panel bien riche et des présentateurs bien chargés pour vous donner toutes les informations que vous méritez. Alors, restez des nôtres. Bonne suite des programmes sur Info TV. Info Télévision, c'est votre télé.